Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le PDG de Claranova. On a assisté à la présentation de vos résultats. Alors, il y aura beaucoup de questions des investisseurs qu'on a pu entendre. Pour commencer, votre regard sur les derniers mois, qu'est-ce qui a été important pour vous, pour Claranova? Donc déjà, si on revient quand même sur les résultats de l'année dernière, parce que c'est pour Claranova une excellente année où on a pu combiner à la fois plus de 20% de croissance sur l'ensemble de l'activité. On est quasiment à un demi-milliard de chiffre d'affaires, qui, pour une société qui a 5 ans, qui a finalement investi assez peu, je pense que c'est un chiffre tout à fait honorable. Mais surtout, on a quasiment doublé la profitabilité du groupe en passant d'un ROC de 17 à 34 millions, qui était vraiment l'année focus. Donc, ce que l'on a fait l'année dernière, c'est continuer à développer le business de façon organique, continuer à travailler sur l'intégration des acquisitions qu'on avait pu faire, se concentrer sur la profitabilité dans un environnement qui était toujours un peu particulier de celui du Covid. Donc, plutôt une très bonne année et des résultats qui, je pense, sont très bons. Alors, il y a eu effectivement parfois des incompréhensions des investisseurs sur le profit warning que vous avez fait. D'ailleurs, on avait vu le cours de bourse baisser et certains n'ont pas compris en disant Claranova n'avait pas donné de guidance sur effectivement les perspectives et a fait ce profit warning. Ils n'ont pas compris. Alors, c'est peut-être le moment d'expliquer. Donc on a depuis 23 trimestres d'affilée enchaîné une croissance à 2 chiffres pour Planet Donc ça fait plus de 6 ans qu'on fait 20, 30, 40% de croissance sur Planet Art. Après, si vous voulez, aujourd'hui, la régulation de l'AMF, les règles de l'AMF, c'est d'avertir vos actionnaires de tout changement significatif qui est ou non guidance. Donc on prend l'habitude, parce que ce sont des business qui sont en développement fort, de ne pas faire de guidance à court terme. On en a fait à moyen terme, mais aujourd'hui la règle de l'AMF, c'est si vous avez un changement significatif, il est important d'en prévenir les actionnaires. Donc on fait ce que doit faire toute société cotée. Alors après, ce que je peux mettre en perspective, c'est si on regarde nos concurrents directs cotés, on peut parler d'un Moonpig, on peut parler d'un Siwi, on peut parler d'un Ezenio. Tous ont fait le même type de profit warning, qu'ils aient ou non fait des guidance, mais typiquement, un Moonpig qui s'est introduit récemment en Angleterre a dit qu'ils allaient décroître de 30%. Des Ezenio, je crois, c'est moins 25. Si oui, c'est moins 20%. Donc on est sur des événements structurels. Donc pourquoi qu'est-ce qui se passe? C'est ça la partie intéressante. Donc aujourd'hui, vous avez 2 événements qui se combinent, qui c'est à la fois une forme de ressac post-Covid où les gens sont moins présents sur Internet. Donc mécaniquement, puisque notre chiffre d'affaires se fait de façon directement corrélée au flux et au trafic Internet, donc il y a moins de flux, on fait moins de business. Mais ça, c'est vrai pour Planétaire, mais c'est vrai pour à peu près tous les acteurs de l'e-commerce. Et le changement structurel de ce que Apple appelle l'app tracking fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, on n'a plus de visibilité sur les clients qui utilisent l'application mobile. Donc, on est en train de travailler pour pouvoir avoir de nouveaux algorithmes pour identifier différemment nos clients. Donc là, ce sont 2 événements exogènes qui n'ont rien à voir avec Planet Art et qui structurellement impactent tout le monde. On est juste un peu moins impacté que les autres, mais il fallait l'annoncer. Du côté justement des différentes activités, sur le dernier trimestre, on a vu des retours de croissance, donc il y avait des points positifs. Donc après, on a eu Planet Art qui a eu effectivement cet impact structurel, conjoncturel, alors qu'il n'a structurellement rien à voir avec la société. Par contre, il n'y a pas eu de sujet. AvantQuest continue à se développer dans la continuité de la transformation en SaaS, un business qui continue à se développer sur nos activités, et MyDevice, on voit post-Covid, par contre là, un vrai retour des contrats, des business, et on commence à signer pas mal de contrats. Pour AvantQuest, on est au mois d'octobre, donc fin octobre, vous allez, je dirais, être presque chez vous pour AvantQuest. Qu'est-ce que ça va changer pour les actionnaires? Donc on a acheté aujourd'hui les minoritaires d'AvantQuest, donc on a bouclé cette opération, on va la boucler fin octobre. Donc ça ne change rien, je dirais, en termes de conduite du business. C'est un business qu'on dirige depuis 3 ans, ce sont des gens qu'on connaît très bien, avec qui on travaille depuis longtemps. On a toujours prévu de racheter ce business, donc je dirais d'un point de vue purement opérationnel, ça ne change pas la stratégie. La différence, c'est qu'on possède aujourd'hui 100% de ce business. Je sais qu'il y avait pas mal de confusion vis-à-vis de nos actionnaires
actionnaires sur cette dynamique de minoritaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait évacuer dès 2019. On a un peu tempéré, on a dû le faire uniquement cette année parce que le Covid ne nous a pas aidés, bien évidemment. Mais ça, c'est derrière nous. Donc, on possède 100% du business, on remonte 100% des profits. Mais structurellement, ça ne change en rien la façon dont on gère le business. Il y a aussi toujours des attentes sur la partie IoT. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Certains attendent peut-être plus que ce que vous dites jusqu'à présent. On est toujours un peu dans le même schéma, c'est-à-dire clairement l'IoT reste, même si les gens restent effectivement extrêmement impatients, ça reste un changement structurel important, ça reste un mouvement, une lame de fond qui continue à se structurer. On voit notre niveau, parce qu'on est directement dans ces activités, on voit les gens qui commencent maintenant vraiment à prendre des décisions, on voit l'environnement, les produits, les réseaux qui évoluent, et nous, structurellement, on voit plus de clients intéressés qui commencent à signer. Donc on reste, comme on l'a toujours été, relativement confiant sur ce business. On pense que ça sera un relais de croissance extrêmement intéressant. On commence à engranger des revenus récurrents qui seront sûrement très intéressants dans l'avenir. Et voilà, donc dans notre activité, c'est de développer des business. L'IoT, on ne peut pas contrôler l'ensemble de l'environnement, mais les choses avancent. Du côté des acquisitions, il y a eu iCIMI aux États-Unis. Quel est le profil de la société et qu'est-ce que vous comptez en faire? Donc iCIMI est une société américaine qui produit des livres pour enfants qui ont la particularité d'être ce qu'on appelle customisés. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre à enfants standard que vous racontez à vos enfants la nuit. C'est vraiment, vous avez la possibilité, plus ou moins sur la même histoire, de le dessiner vraiment à votre image. C'est vos frères et sœurs, vos parents, vos grands-parents, votre école. Donc vous pouvez vraiment avoir une histoire dans laquelle l'enfant va se retrouver directement. Et ça, si vous voulez, ça rentre directement dans la stratégie de Planet Art, qui est de pouvoir vendre des produits customisés, spécifiques. Donc à la fois, on est très intéressé par le secteur des enfants, parce que les gens dépensent beaucoup d'argent pour leurs enfants. On est vraiment avec un produit qui rentre totalement dans la stratégie de Planet Art et sur lequel on va pouvoir appliquer, je dirais, nos effets d'échelle. On produit des millions et des millions de livres, on a des coûts de shipping qui sont optimisés. Voilà, donc on va pouvoir appliquer beaucoup d'effets d'échelle sur ce business pour le rendre plus profitable, et on va pouvoir l'appliquer sur nos dizaines de millions de clients et leur proposer ce type de solution. Alors, on a vu au cours des derniers mois votre communication sur les nouveaux actionnaires. Où vous aviez évoqué d'actionnaires effectivement significatifs qui viennent au capital. Et puis, on regarde aussi le cours de bourse, que regardent les investisseurs individuels. Et pour l'instant, effectivement, ils peuvent être que déçus par ce qui se passe. Comment vous expliquez-vous les choses entre le cours de bourse tel qu'il est aujourd'hui et ce que vous annoncez? Bon, on sait, si vous voulez, que l'on pâtit maintenant depuis 2 ans du fait d'avoir une structure actionnariale extrêmement éclatée, un niveau de flottant important, un cours extrêmement spéculé sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, on travaille depuis plus d'1 an pour essayer de faire rentrer des investisseurs stratégiques. Donc on a fait ce travail. Des gens comme Ophir et S Capital sont rentrés. Après, ça prend un certain temps. Il y a une inertie qui doit se créer. Ce sont des gens qui ont passé plus de 3 à 4 mois de due diligence très poussée pour valider le fait que la société était de qualité. Et ce que l'on espère aujourd'hui, mais sans pouvoir le contrôler entièrement, c'est qu'ils auront un effet d'entraînement sur d'autres investisseurs qui valideront leur décision. Mais bon, voilà, comme tout, ça prend un peu de temps, quoi. Comment se présentent les perspectives? On sait qu'il y a des sujets, là on en parle presque tous les jours, d'approvisionnement, de commandes. On se dit même qu'il faut faire ses commandes de Noël dès aujourd'hui. Est-ce que ça peut impacter C'est un vrai Clarasnova? sujet, c'est un vrai sujet sur lequel on est, comme tout le monde, impacté, parce que voilà, on a besoin de papier, on a besoin d'environnement logistique. C'est compliqué, plus cher de faire venir des containers un peu partout. Donc oui, on est dans cet environnement business, et après, voilà, on essaye de s'ajuster au mieux. Voilà, on va rentrer sur le trimestre le plus important pour Planet Art notamment et pour la société en général. Pour l'instant, on reste confiant sur les perspectives des prochains mois. On parlait d'acquisition aux États-Unis. Compte tenu de la situation financière, vous pouvez être en mesure d'en réaliser d'autres dans les prochains mois? On a vraiment cette double stratégie, continuer à pousser de façon la plus agressive possible la croissance de notre activité, tout en maintenant bien sûr un bon niveau de profitabilité, mais on reste toujours extrêmement pragmatique à la possibilité de faire des acquisitions. Alors on parle vraiment de Planet Art et d'AvantQuest, mais oui, effectivement, on est toujours en train de regarder des sociétés qui pourraient nous intéresser et qui pourraient rentrer dans notre vision. Après, il faut que ça soit le bon prix, il faut que ça soit
la bonne capacité à intégrer les équipes. Donc on voit beaucoup de gens et en fait on en choisit très peu, mais vraiment ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Merci Pierre Césarini d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Didier.